effectivement, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour évoquer avec vous les sujets Ségur. L'idée aujourd'hui, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail suite aux annonces qui ont été faites lors du COSUI. Bien entendu, on reviendra sur le contenu quand même, donc il y aura probablement quelques redites par rapport au COSUI, mais l'idée, c'était aussi de partager avec ceux qui n'étaient pas là. On descendra dans les détails très opérationnels de mise en œuvre du coup de la clôture de la vague 1, dont le décalage a été annoncé lors du COSUI. Et on parlera un tout petit peu de la Dreambox aussi, notamment en termes de planning. On a eu pas mal de questions par rapport à ça. On a également des réflexions en ce moment avec les régions sur la façon dont ça pourrait se déployer sur les programmes régionaux, régions que je retrouverai au ministère pour travailler sur ce sujet la semaine prochaine, mardi. Voilà, donc c'est les 3 sujets que nous aborderons aujourd'hui et on va démarrer tout de suite. Du coup, ça, on prend toujours autant de plaisir, hein, cette courbe qu'on a sortie la semaine dernière, qui marque le début d'un vrai succès, puisque la courbe est en train de monter de plus en plus rapidement. C'est l'objectif collectif, hein, c'est pour ça qu'on se lève tous le matin en ce moment. C'est à la fois pour alimenter mon espace santé et puis du coup, après, créer des usages autour de mon espace santé. Et on voit que c'est maintenant très bien parti et que le risque que ça ne marche pas est derrière nous. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de continuer à travailler tous ensemble pour garder ce rythme tout en consolidant des usages de qualité. Du coup, le ressenti sur le terrain, déjà, c'est les patients. Donc, 12% des patients qui ont activé mon espace santé. De plus en plus de patients l'activent et on a pas mal de retours positifs, et notamment dans nos entourages personnels au niveau de l'équipe. On a quelques exemples. Moi, le premier, de gens qui sont allés passer un examen et qui ne sont pas encore sortis de la salle d'attente, qui n'ont pas encore clôturé le dossier, qu'ils ont déjà une petite notification de mon espace santé qui leur dit que le compte-rendu est disponible. Et là, on touche vraiment du doigt la valeur de ce qu'on va apporter collectivement à l'ensemble de la population française. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on touche du doigt des choses très, très concrètes, les patients dans leur quotidien. Et ça, c'est vraiment bien. Côté professionnel de santé, on le constate tous les jours, pleinement investi. Tout le monde a bien compris l'intérêt à la fois pour les patients et les professionnels de santé. Donc on sent que ce soit pour la radiologie, l'imagerie, bien entendu, ce qui nous occupe aujourd'hui, mais plus globalement, sur l'ensemble de la communauté médicale, une vraie prise en main, et ils ont le sujet aujourd'hui à bras-le-corps. On a encore des difficultés d'usage, alors c'est très variable d'un couloir à l'autre, hein. Sur la partie imagerie, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On voit qu'on a encore un petit peu de travail sur la partie ergonomie et NS et DMP, aussi du travail d'information des professionnels de santé vers les patients. Et on va diffuser dans quelques jours, j'espère même d'ici ce week-end, des affiches aux radiologues qui pourront être mises en place dans les salles d'attente ou sous forme de flyers, qui permettront d'expliquer très simplement comment et pourquoi on demande une pièce d'identité aux patients la première fois qu'ils viennent pour qualifier l'INS. Voilà. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de questions dans certains cas. C'est important que les patients comprennent bien et c'est le rôle des pouvoirs publics d'expliquer pourquoi, et c'est du temps gagné pour les professionnels de santé. Et là, on va aussi maximiser les usages. Côté éditeur, on a des déploiements complexes dans des structures. Alors, bien entendu, la radiologie, j'ai aussi élargi à la bio et à l'hôpital parce que finalement, vous n'êtes pas tout seul aujourd'hui dans les difficultés de déploiement, notamment les questions de certificats. Tous les éditeurs aujourd'hui sont concernés par ça, ce qui a augmenté les délais et puis aussi parfois des difficultés opérationnelles nécessitant des correctifs. Voilà, mais encore une fois, tout le monde est bien embarqué. On sait aujourd'hui que ça va fonctionner, que ce n'est plus qu'une question de temps. Maintenant, sur ce moment qu'on vit, qui est la clôture de la vague 1, je vous l'ai dit, on est aujourd'hui optimiste et confiant parce que les premiers résultats nous montrent qu'on est dans le vrai. Et du coup, merci. Merci à vous, hein, éditeurs, qui vous levez tous les matins pour délivrer des logiciels de qualité. Merci aussi, bien entendu, aux professionnels de santé qui les utilisent, et puis aussi aux équipes, hein, côté puissance publique. Je pense que vous le sentez, il y a un investissement très, très important de l'ensemble des équipes, et quelles que soient les structures, ANS, CNDA, etc. Et au niveau des régions aussi, et je pense aux grades et aux ARS qui sont un vrai relais
au niveau du terrain, pour nous, puissance publique, au niveau de l'État, et ça, c'est très précieux. L'idée, vous le savez, on se parle toujours très directement, on ne laisse pas les difficultés sur le tapis, on veut que ça continue comme ça, et ça va continuer comme ça, hein. Notre porte est toujours ouverte pour un échange, et donc on est déterminé pour ne rien lâcher. Après cette brève introduction qui était une reprise de slides du COSUI, vous les aviez probablement déjà vus, on va rentrer dans les aspects très concrets de dénouement de la Lagain sur le côté sanitaire. Aujourd'hui, le constat qu'on fait sur la prise de commande, on vous le rappelle, c'est qu'on a atteint nos objectifs. Alors, bien entendu, on n'est pas à 100%, mais pour autant, il y a suffisamment de masse pour raisonner sur une alimentation générale de mon espace santé. Et du coup, on sait que ceux qui n'ont pas encore passé commande, quelles qu'en soient les raisons, vont finir par passer commande. Voilà. Et puis avec un score peut-être que vous aviez peut-être pas encore vu sur les officines, sur la partie pharmacie, qui est très, très, très satisfaisant. Du coup, au niveau des installations, sur l'hôpital, on est bien avancé, pas complètement à la cible par rapport à ce qu'on avait imaginé, mais en tout cas, c'est bien parti, avec un objectif d'alimentation systématique qui, lui, est bien ouvert. Donc, du coup, on sait que quand on aura terminé ces déploiements, on sera en ligne avec l'objectif. De même pour la bio, alors on est encore moins avancé sur la partie déploiement. On voit aussi que la partie alimentation, elle se passe bien. Et là aussi, quand on aura fini les déploiements, on sait qu'on sera à l'objectif, voire plus encore. Sur la radio qui nous concerne aujourd'hui plus directement, on a entre 30 et 50% des déploiements réalisés. Et là aussi, avec des objectifs qui sont tenus. Je vais passer un petit peu plus de temps sur la radio. Forcément, on est là pour parler ensemble d'imagerie. Pourquoi entre 30 et 50, la fourchette, elle est assez large? Tout simplement parce que 30, on est sur ce qui a été fait au niveau de l'ASP en termes de demande de solde. Donc, on sait que les dossiers sont clôturés sur un plan administratif et tout ce qui devait être fait a été fait. Les 50%, on est plus sur du sondage, sur du déclaratif éditeur. Donc, on est plus sur le volet technique avec encore certaines tâches administratives à réaliser. Et il y a notamment certains éditeurs, et c'est bien entendu pas une reproche, hein, c'est une question d'organisation, qui envoient des lots au niveau des demandes de solde, donc ils traitent ça par lot. Et forcément, chaque fois qu'un lot part, on voit qu'on franchit une marche en termes de pourcentage, et ce n'est pas très linéaire. Mais encore une fois, cette façon de faire nous convient très bien. C'était juste pour vous expliquer la fourchette un peu large de 30 à 50%. Sur la partie alimentation, donc là, c'est très satisfaisant également. J'ai eu l'occasion de visiter quelques cabinets de radio de toute taille, d'en contacter certains par téléphone. Il en ressort qu'aujourd'hui, ils ont donc bien compris les objectifs, sont globalement satisfaits des logiciels et qu'en taux d'alimentation, on est, pour ceux qui alimentent le moins, autour de 40% sur le nombre de comptes rendus envoyés par rapport au nombre de comptes rendus produits. Et on va dire sur les très bons élèves, on est autour de 80%. Voilà. Donc, on sait déjà que 80%, c'est accessible. Pourquoi cet écart? Essentiellement sur la partie qualification de l'INS. Les gens qui qualifient beaucoup sont plutôt à 80. Ceux qui qualifient moins sont plutôt à 40. En tout cas, c'est la raison essentielle. Et du coup, pourquoi l'INS n'est pas qualifié aujourd'hui, en tout cas pas systématiquement? C'est essentiellement des raisons, des raisons humaines, j'allais dire, qui sont toutes simples, hein. Parce que la secrétaire qui voit arriver le même patient depuis quelques années le connaît tellement bien qu'elle n'ose pas demander la pièce d'identité. Parce que une personne qui est en CMU, quand on lui demande sa pièce d'identité, elle se sent un peu agressée, voire suspecte de fraude. Donc forcément, le secrétariat ne va pas insister, et ainsi de suite. Les enfants aussi, hein, des cabinets qui font beaucoup de pédiatrie, si les parents n'ont pas la pièce d'identité, forcément, ils n'ont pas non plus le carnet de famille, et donc forcément, on ne va pas qualifier l'INS. Donc on sait que finalement, c'est des raisons d'autres organisationnelles qui sont facilement traitables, et notamment la mise à disposition d'affiches qui, au travers de ces informations, vont permettre de répondre aux questions. Pardon. Sur la médecine de ville, on est sur une configuration un petit peu inverse, et donc structurelle et donc plus embêtante. On voit que sur la partie déploiement, ils ont vraiment bien avancé, alors qu'il y a beaucoup plus de médecins de ville. Alors forcément, les déploiements sont plus simples aussi. Par contre, le niveau est très insuffisant au niveau du parc déployé.
Et ça, c'est plus embêtant parce qu'une fois qu'on aura 100% des déploiements, pour autant, on n'aura pas progressé dans l'alimentation. Donc, on est en train de beaucoup travailler avec les éditeurs de médecine de ville, notamment sur des questions d'ergonomie, euh, pour augmenter les alimentations. Également sur la qualification de l'INS, où on va prévoir quelques cas très particuliers liés à la médecine de ville, et notamment aux médecins de ville qui n'ont pas de secrétariat, où on peut surseoir à la qualification. Encore une fois, on est sur du cas très particulier lié à la médecine de ville, où quand c'est le médecin seul dans son cabinet qui fait tout, ce qui, bien entendu, n'est pas reproductible pour l'imagerie. Et sur la partie officine, on a démarré un peu plus tard, on vient juste de boucler la partie commande, donc c'est normal. On est à 30% des déploiements, et là aussi, on a des premiers retours qualitatifs positifs. Ceci vient étayer la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure, et donc j'ai fait un focus un peu plus important pour l'imagerie, nous donne une grande confiance sur le fait qu'on va atteindre nos objectifs, parce que finalement, en termes d'usage, le seul sujet qui reste à régler, c'est la médecine de ville. Au total, en termes financiers, on a engagé 160 millions d'euros sur la vague 1 sanitaire, et on vous devait aussi ce chiffre-là, puisque c'est vous qui en bénéficiez directement. En conclusion, sur ce déploiement de la vague 1, sur le sanitaire et plus spécifiquement sur l'imagerie, vous êtes mobilisés, vous le savez, on vous le dit, on le partage. On a de très nombreuses des installations en ville comme à l'hôpital, donc on avance bien, et donc des professionnels de santé qui sont engagés. Cependant, on a vu que pour les déploiements, on avait juste besoin finalement d'un peu de temps. Et le temps, c'est assez simple à trouver, il suffit de s'en donner un peu. Voilà, je mets de côté, et je vous le mets quand même en perspective, le côté médecine de ville, où on travaille sur l'INS, on travaille sur la partie ergonomie, mais en tout cas, pour les autres couloirs qui sont plus liés à des plateaux techniques, c'est juste une question de se donner un peu de respiration, un peu d'air pour boucler. Et donc, on a 3 enjeux pour réussir. Des nouvelles dates qui ont été communiquées au COSUI, je vais y revenir. Une traduction réglementaire dans laquelle nous ne sommes pas rentrés lors du COSUI, et c'est aussi l'objet de discuter avec vous de ces aspects-là, et une traduction très directement opérationnelle. Sur les dates, donc vous les connaissez, elles ont été publiées. Sur la partie technique, et c'est finalement ce qui nous intéresse pour alimenter le DMP, pour maximiser les déploiements, les prestations sont à finaliser impérativement au 20 septembre. Voilà, donc à ce moment-là, vous devez avoir notifié l'achèvement de la prestation à l'ASP. Je vais vous expliquer comment un petit peu après. Mais après, on a vu aussi qu'il y avait du temps administratif, et c'est important pour vous, bien entendu, parce que c'est aussi ce qui permet d'être payé, donc c'est voire essentiel. Mais on désire vous laisser un peu plus de temps. Ouais, donc c'est un temps max, bien entendu, pour être payé rapidement. Si vous envoyez tous les dossiers rapidement, ce sera le cas. Mais en tout cas, je pense notamment au déploiement à l'hôpital, quand il y a une PFI, quand la VA est un peu plus longue, quand c'est plus compliqué à faire signer aux clients, ça peut prendre plus de temps. C'est pour ça qu'on a laissé une période supplémentaire. Voilà. Par contre, ce qu'on attend de vous tous, éditeurs engagés, c'est bien entendu de ne pas commencer des déploiements que vous ne seriez pas en capacité de finir au 20 septembre, puisqu'on se trouverait dans une situation compliquée, déploiement non terminé au sens technique, j'entends. Du coup, vous auriez engagé les travaux sans pouvoir les facturer. Et donc, le non-respect de ces échéances déclenchera la procédure de mise en recouvrement des montants perçus. Donc, c'est très clair et je le réaffirme à cette occasion. Les soldes, les avances qui auront été versées, les 30% à la commande, devront être restituées si techniquement les installations ne sont pas terminées au 20 septembre. Du coup, en termes de réglementaire et notamment de texte, on va faire des petites modifications dans les AF, elles ont déjà été faites d'ailleurs. Nous attendions l'arrêté qui vient d'être publié pour mettre à jour sur le site de l'ANS. Donc normalement, aujourd'hui, ou en tout cas au plus tard lundi, vous allez pouvoir récupérer les nouveaux AF avec les bonnes dates qui précisent les nouveaux jalons, et donc ces 2 dates du 20 septembre et du 14 décembre. Sur la partie AF, ce que vous verrez, c'est 2 cas. Vous avez un premier cas où finalement, c'est le cas nominal, tout est fait avant la fin des prestations, et donc on est sur les mêmes modalités. Et donc, avant le 20 septembre, vous avez terminé l'installation technique
et la partie administrative, il n'y a rien qui bouge. Sur le cas numéro 2, si la demande de solde est faite postérieurement à la fin des prestations, à la fin du déploiement, donc vous avez ce temps supplémentaire pour réaliser la mise en conformité et pour procéder à la signature de la VA. Et donc, ce que nous vous demandons, c'est de déclarer, sous la forme d'une attestation que je vais vous montrer après, ces cas-là pour qu'on puisse les suivre avec vous. Ça permettra aussi d'avoir une bonne visibilité sur ce qui va être soldé à fin septembre en termes de déploiement et donc à fin décembre en termes de finances. Donc, c'est une petite nouveauté, mais qui va nous permettre, encore une fois, c'est avec vous, hein, de suivre déploiement par déploiement le bon état et surtout d'identifier les déploiements qui ne pourraient pas être réalisés puisque c'est des déploiements où il n'y aurait pas eu d'attestation. Voici la fameuse attestation. On va essayer de faire simple. Je pense qu'on pouvait difficilement faire plus simple. C'est une attestation par demande de financement avec, si vous avez des cas multi-clients qui arrivent, la possibilité de le préciser. Et en cas d'absence des attestations avant le fin septembre, alors le solde est conforme, mais excusez-moi, si on n'a pas l'attestation le 20 septembre, on ne pourra pas faire le solde. Voilà pour la partie attestation. Donc ça aussi, ça fait avec l'alias documentaire hein, qu'on a pu publier suite à la publication de l'arrêté. Sur la partie vérification, on a fait une toute petite modification. Alors sur la médecine de ville, il y a des modifications un petit peu plus profondes, mais sur la partie médecine de ville, une petite modification sur la suppression de la mention avec INS qualifié dans les conditions d'envoi à la messagerie sécurisée. Voilà, c'est un point très particulier et vraiment un détail, mais je voulais quand même vous le mettre en perspective. Du coup, on a un enjeu d'information et aussi sur la question du stock des dossiers. Vous savez, il nous reste encore quelques doublons, encore quelques cas particuliers. On s'est donné pour la radiologie jusqu'au 20 avril pour traiter ces cas-là. Voilà, donc on parle là des derniers doublons. Et quelques mesures particulières pour la partie radiologie et médecine de ville. Pour la partie radiologie, une pré-identification des situations sans impact sur le montant du financement. Et alors, l'éditeur doit alors modifier sa demande via le portail ASP sans modification des pièces justificatives. Bien entendu, sur la médecine de ville, pas de sujet pour l'imagerie. Voilà. Et donc, l'idée, en retravaillant avec vous et en redéclenchant une campagne de résolution du stock des dossiers, c'est d'avoir sécurisé tout ça à fin mai 2023. Du coup, probablement des difficultés sur le terrain. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est un suivi très fin. Et notamment, ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est des clients qui se disent « Ah, chouette, j'ai un peu plus de temps, je décale, on verra ça en septembre. » Voilà. C'est clair que si tous les clients font ça, on va tous avoir un problème. Donc, l'idée, c'est vraiment sur les déploiements qui seront décalés sur l'été et sur septembre, de les suivre déploiement par déploiement et surtout de faire un point régulier avec vous. On est très clair au niveau des fédérations des médecins, des syndicats. On se donne un peu plus de temps, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut décaler les déploiements parce que sinon, on va traiter très exactement le même problème dans 3 mois. Et du coup, il y aura un suivi très renforcé de notre part sur l'avancement des derniers déploiements en lien étroit donc avec les fédérations. Voilà. S'il y a des difficultés côté établissement ou professionnel, on leur a demandé de les signaler auprès des ARS grade 6. Et donc, on part du principe que s'ils ne signalent pas des difficultés, c'est qu'ils peuvent être déployés dans des bonnes conditions. Voilà. Là, on s'adresse plutôt aux grosses structures, plutôt aux hôpitaux qui ont des problématiques des fois un petit peu particulières. Mais en tout cas, ça vous donne aussi, vous, un appui, c'est-à-dire qu'un client qui dirait « je ne peux pas être déployé, je n'ai pas le temps, c'est trop compliqué, j'ai tel problème », il est tenu de le signaler à sa tutelle. Voilà. Et nous, en remontant des 2 côtés les difficultés que vous pourriez nous remonter, en nous disant notamment si vous avez des clients qui ont décalé sans raison, qui ne souhaitent pas installer tout de suite et vous sentez un risque, normalement, ça doit remonter aussi de l'autre côté. Et si ça ne remonte pas, il est clair qu'on va aller demander, nous, des comptes directement aux clients.
Sur la partie prestations, donc elles ont vocation, bien entendu, à être honorées par les éditeurs, hein. Et forcément, et j'en parlais il y a quelques minutes, l'idée, c'est aussi de se rendre disponible pour la réalisation des prestations. On attend des clients qui soient disponibles et au mieux. Et là aussi, si vous avez des difficultés, de la même façon que vous m'avez remonté toutes vos difficultés sur les questions des certificats et qu'on est en train de les traiter, il faut nous remonter ces difficultés-là pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Pour faire un récapitulatif des mesures clés, donc suivant les couloirs, on est de 30 à 75% des prestations déjà bien avancées. Et du coup, on imagine, et par rapport aux projections qui nous ont été données, que la plus grande partie seront finalisées d'ici l'été. Donc, normalement, en septembre, finalement, vous aurez un peu de temps, je l'espère en tout cas, pour finir ce qui doit l'être. Mais si on regarde toutes les projections, la vitesse à laquelle ça va, globalement, d'ici l'été, ça doit être bon. Et donc, les fournisseurs n'ayant pas encore livré doivent confirmer avec leurs clients une date de finalisation. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que si un client vous dit « Ah ben écoutez, c'est parfait, la date, elle est décalée, moi je décale », un, il faut une bonne raison. Deux, il faut une date. C'est-à-dire qu'on n'acceptera pas de décalage sans bonne raison et sans date replanifiée. Voilà, ça c'est pour la prestation Ségur. Et donc je vous rappelle sur la partie demande de solde qui arrivera le 14 décembre. Sur la partie, alors je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il y en a, peut-être que je peux y répondre sur la partie vague 1 avant de passer à la vague 2. Alors, on a juste une question pour l'instant dans le chat. On nous demande Oui, pour la j'ai pas vu. partie imagerie, si tu peux Oui, préciser pour la médecine nucléaire ou juste pour la vague 2. alors je vais y venir, je vais vous donner, bah voilà, on y vient. Donc je ne sais pas qui a posé la question, j'ai pas vu. Mais merci du teasing, puisque j'allais basculer sur la question de la vague 2, la construction et du coup le planning. Mais en tout cas, par construction, la médecine nucléaire n'étant pas dans la vague 1, ne sont pas concernés par ces histoires de commandes dont je viens de parler et de déploiement. Du coup, sur la vague 2. Donc la vague 2, on le sait, hein, elle est pertinente qu'après une vague 1 réussie, puisque la vague 2, qui vient compléter le socle de la technique de la vague 1, et notamment consultation, n'a de sens que si l'alimentation se passe bien. Donc forcément, on est obligé quelque part d'attendre d'aller au bout de la vague 1. À part pour cette question de sécurité, de cybersécurité qui nous a tous collectivement rattrapé ces derniers mois et donc qui nous a obligés, en tout cas dans le travail qu'on a fait sur la vague 2, à renforcer la cybersécurité. Ça pourrait arriver avant, mais tout est embarqué, donc ce sera en même temps que les aspects métiers qui sont embarqués dans la vague 2. Sur la partie nouveau dispositif, donc ça fait suite à la question, c'était la slide d'après, sur la partie médecine nucléaire. Bien entendu, vous arrivez en vague 2 et vous serez dans le même calendrier que tout le monde, que je vais préciser un petit peu après. Pareil pour la Dreambox, hein, dont on parlera un petit peu après également. Sur la partie techno embarquée en vague 2, je vous remets également en perspective pour nous les grands socles. Déjà, et on revient sur la question de cybersécurité, c'est un usage systématisé de ProSanté Connect, hein, la CPS dématérialisée, pour la connexion logicielle, pour l'accès aux téléservices et à mon espace santé depuis le logiciel. Vous savez qu'on y attache beaucoup d'importance en termes d'ergonomie et en termes donc, de facilité d'utilisation pour les professionnels de santé. Idem pour la connexion aux boîtes aux lettres MS Santé depuis logiciel, pareil pour Amélie Pro. Donc, ce qu'on vise là, tous, c'est la simplification de l'usage et des temps de réponse. Et on fait bien la différence entre les deux. Il y a des usages simplifiés et des temps de réponse au niveau technique qui sont excellents. Autre sujet, le fameux sujet des boîtes aux lettres MS Santé du marché qui doivent être interopérables avec les logiciels grâce à la standardisation des interfaces. Et donc, j'en parlais également, le réseau Dreambox qui va venir compléter le RIS en vague 2 et qui permettra, depuis mon espace santé, d'accéder aux images, et j'y reviendrai. Sur le nouveau calendrier, donc ça c'est également quelque chose qui vous a été présenté en cossu, vous le voyez en bas en filigrane. On a un point de sortie donc au mois de septembre pour la finalisation des prestations, sauf le Wink, bien entendu, pour la bio, et au mois de décembre pour la partie administrative VA.
Ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est de publier les arrêtés autour de novembre. Voilà. Sachant qu'on a quand même bien avancé, nous, sur la partie documentaire. Je parle au-delà de la partie technique des AF. On a un premier modèle qui va être mis en concertation normalement fin avril, début mai, et sur lequel on va pouvoir reprendre des ateliers justement pour discuter de ces DSR et de ces appels à financement. Du coup, au mois de septembre, on prévoit une V2 des DSR, REM et AF après cette période de concertation qu'on va mener, que donc je vais mener avec vous pour l'imagerie, entre mai et septembre. Et donc une prépublication des DSR en octobre, forcément un petit passage par le COSUI pour communiquer autour de tout ça, et ce qui nous permettra de tenir le délai. Ça, c'est le délai global. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur la Dreambox. Sur la partie Dreambox, aujourd'hui, question ouverte peut-être de gérer un planning un petit peu différent. Mais encore une fois, je vous partage en toute transparence des réflexions qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas encore arbitrées, qu'on va arbitrer dans les prochaines semaines. Mais ça pourrait avoir un intérêt de travailler, notamment pour des raisons presque strictement administratives. Certains d'entre vous m'en l'ont déjà dit, de décaler un petit peu la Dreambox pour étaler la charge administrative. Voilà. Et puis après, au mois de décembre, on va rentrer dans la mise en œuvre de la vague 2 avec normalement une ouverture des guichets entre fin décembre et début janvier. On sait aussi que tout n'était pas parfait sur la vague 1, qu'on est perfectible et on a beaucoup travaillé autour de ça. Parce qu'il y a une vraie expérience acquise. Le Ségur, c'est quelque chose de complètement nouveau, de financer directement des éditeurs pour apporter des solutions dans un délai aussi court au terrain, c'est extrêmement nouveau. On n'a pas tout fait parfaitement et du coup, on souhaite améliorer un certain nombre de choses sur la vague 2. Sur la partie communication, on l'a vu, il y a eu des canaux multiples et du coup, la stratégie, elle est perfectible. Donc, on va essayer d'améliorer ça, à la fois pour que ce soit mieux ciblé et du coup renforcer un effort de transparence, parce que vous savez qu'on est très transparent dans les relations qu'on a ensemble, dans la méthodologie qu'on a, dans la co-construction, mais ça n'a pas été forcément tout le temps ressenti comme ça en termes de communication. Et ça, c'est dommage parce que c'est qu'une question de forme et d'organisation. Sur la partie accompagnement, là, je vais m'arrêter un petit peu plus parce que l'imagerie est particulièrement concernée. Notamment sur la question des certificats qui concernent la plupart des éditeurs aujourd'hui présents. On va essayer de simplifier tout ce qui est guichet, d'avoir des gens qui sont vraiment porteurs d'apporter une réponse globale et pas de vous renvoyer vers le guichet de l'autre structure et qu'à la fin, vous ayez encore vers un autre guichet. Donc clairement, aujourd'hui, on fait le constat qu'on finit par y arriver, mais que ça prend trop de temps, trop d'énergie, que ce soit côté éditeur ou côté puissance publique, et en sachant que les gens font leur maximum, vous l'avez tous constaté, en tout cas ceux qui ont eu ces problèmes de certificat, quel que soit le guichet, vous êtes bien reçus, les gens essayent de trouver une solution, mais on n'en a pas forcément. Voilà, et ça, c'est pas satisfaisant. Donc, on est en train de travailler à l'amélioration de l'organisation des processus. Normalement, tous les éditeurs de RIS ont été contactés par l'ANS pour échanger autour de ces sujets, déjà régler les problèmes, mais également faire part de leurs réflexions de façon plus générale. Je fais une toute petite parenthèse. Certains éditeurs n'ont pas fourni les clients qui pouvaient poser problème en termes de certificat. C'est-à-dire qu'on va essayer de régler tous les problèmes de certificat. Il y a à peu près la moitié des éditeurs qui ont fourni la liste des incidents, qui sont aujourd'hui en cours de traitement par l'ANS. Tous ne l'ont pas fait et je vous engage et je vous encourage à le faire puisque c'est vraiment pour vous aider. Voilà. Et sur la partie outillage, là aussi, on pense qu'on peut faire mieux, notamment sur la construction des REM. Aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas complètement en adéquation avec les besoins programmes. Également, pour la remontée des chiffres, on est en train de faire évoluer les stats. On aimerait avoir encore plus de chiffres, que ce soit encore plus fin. Et donc, on travaille aussi sur ces aspects-là. Voilà sur la partie construction vague 2. Un petit focus sur la partie Dream, alors qui est un couloir et un projet déjà complètement nouveau, qui est porté sur une autre équipe, mais pour autant qui a un point d'adhérence avec les risques, puisqu'il y a notamment cette question du compte-rendu avec le lien. Donc, je rappelle ce que c'est que la Dreambox. Alors, pour les gens qui sont engagés
sur ce programme-là, on est vraiment au b.a.-ba du b.a.-ba, mais je le fais pour ceux qui sont moins familiers de ce sujet. On a deux aspects. On a un premier aspect pour les exploitants d'imagerie, les spécialistes, où là, au travers de ce réseau de Dreambox, qui a un maillage sur tout territoire de box qui vont permettre de remonter des pointeurs vers le national, et donc pour avoir les références des images, de pouvoir télécharger des images d'un médecin à un autre au travers du DMP. Voilà, donc on utilise en fait ce registre national de pointeurs pour savoir où se trouvent les images pour les transférer d'un endroit à un autre. Là, on est dans un usage professionnel et j'insiste sur le fait que c'est lié à la publication du compte-rendu et donc on est quelque part dans une logique asynchrone par rapport au processus de soins. Donc de fait, la Dreambox par exemple ne couvre pas des usages type téléradiologie qui permettent justement d'aboutir au compte-rendu. On est vraiment dans le partage des images au travers de ce réseau postérieur à la publication donc, de ce compte-rendu-là, avec un lien qui permet d'accéder aux images. Et du coup, au travers de ce lien, pour les médecins demandeurs, typiquement un médecin du sport qui revoit son patient après une bonne chute en ski et qui doit se faire refaire un genou, bah là, voilà, le médecin du sport, même si il n'a pas un outil métier, il n'aura pas besoin de télécharger les images, il pourra les voir directement dans un viewer embarqué, et idem pour les patients. Donc là, on est dans une logique de consultation sur un viewer qui sera non diagnostique, on est sur de la revue, tandis que sur le premier cas, on est plutôt sur de l'expertise. En tout cas, on travaille sur des images d'ICOM et donc qui peuvent être utilisées sur des outils métiers. En termes de planning, là, je vous l'ai fait un petit peu plus fine en termes de description. Vous voyez qu'on est donc au mois d'avril. On est en train de faire des ajustements d'exigence. On est encore du travail, notamment sur les questions de sécurité, d'authentification, sur les questions un petit peu plus métiers. On est pas mal. On est en ce moment sur la rédaction des scénarios qu'on va ajuster d'ici juin et on espère avoir fini d'ici fin avril la partie exigence et donc d'avoir fini d'ici fin avril toutes ces questions, notamment d'authentification. Sur la partie développement URL qui nous est propre, on vous donne également la visibilité. On a prévu d'atterrir d'ici la fin de l'année avec une mise en production du registre à la fin de l'année. En termes de publication, on prévoit sur octobre une prépublication des appels à financement des SRRM et sur novembre, la publication des SONS avec une ouverture des guichets en décembre. On se pose la question, mais encore une fois, c'est qu'une question ouverte que je vous partage aujourd'hui dans toute transparence, peut-être d'avancer un tout petit peu ces dates, notamment pour avoir déjà une première base installée au moment où on va commencer la vague de RIS, et donc du coup d'avoir déjà quelques Dreambox qui pourront fonctionner avec les liens qui sont sur les comptes rendus. Également, ça permettrait de lisser la charge administrative, et notamment pour des éditeurs qui font les deux, de ne pas avoir un pic, par exemple sur janvier, quand les guichets vont ouvrir. Voilà, donc je vous livre là des réflexions qu'on a, qui ne sont pas arbitrées, qu'on va arbitrer, je pense, d'ici fin avril. Et vous avez également le connectaton. Donc on va proposer la possibilité déjà avec un pré-projectaton, puis un projectaton en septembre, de pouvoir tester, de pouvoir valider, puisque encore une fois, on est sur un nouvel objet avec beaucoup de nouvelles installations et forcément, ça va demander un petit peu de réglage, on en est certain. Voilà. Et l'idée, donc, au niveau des guichets, on verra quand est-ce qu'on ouvre également, mais c'est en tout cas de pouvoir commencer courant décembre les référencements des premières Dreambox. Voilà, donc j'ai fait assez rapidement pour laisser aussi de la place aux questions si vous en avez, en vous donnant un petit éclairage sur la partie Dreambox qui vient compléter ce qu'on fait au niveau du RIS. Alors, je te propose de reprendre les questions qu'on a eues dans le chat. Avec plaisir. Les sites n'ayant pas pu bénéficier du financement vague 1, car créé après la période de référence, donc après mai 2021, oui. Est-ce que pour ces sites, il y aura quelque chose de prévu dans la vague 2? Oui, en fait, on va mettre en place un dispositif, mais finalement un petit peu comme la médecine nucléaire, qui n'a pas bénéficié par construction de la vague 1, du coup d'un onboarding, si vous me passez l'anglicisme, vague 1 plus vague 2. Voilà, donc il y aura un prix un petit peu plus élevé pour les gens qui iront directement en vague 2 sans être passés par la vague 1.
Ça vaut pour les nouveaux sites ou pour les sites qui n'auraient pas passé commande, hein. Surtout côté hospitalier, on a vu qu'il y avait encore une marche assez sympathique à franchir. On sait que tout le monde y viendra, et notamment pour la Dreambox. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui avaient déjà un risque, peut-être se sont dit, c'est pas ma priorité, j'en ai pas besoin tout de suite, j'y viendrai plus tard. Sauf que pour la Dreambox, il va falloir ce fameux mécanisme de compte rendu avec le lien. Et donc, des gens qui voudront partager des images au travers de la Dreambox, et là, on peut imaginer que c'est la totalité des sites, vont avoir besoin de ce RISVAG 2. Donc, de toute façon, on l'avait prévu aussi dans ce cas-là. Ensuite, le CHU de Saint-Étienne nous dit: nous n'avons pas encore de diffusion des résultats d'imagerie aux patients et à la médecine de ville. Est-ce que la vague permettra un vrai portail de diffusion aux patients ou juste l'examen réalisé? Y a-t-il la possibilité de renvoyer un historique? Et est-ce que le médecin de ville pourra voir les résultats, donc des clichés images du patient? Quelles limites pour les examens volumineux de type IRM, scan, etc. Génial. Alors là, une bonne série, enfin une bonne question avec une série de sous-questions. Alors déjà, si on parle de portail de diffusion, ça implique compte rendu et image. Pour le compte rendu, de fait, le portail de diffusion, le portail d'accès aux résultats, c'est mon espace santé. Et c'est la philosophie de ce qu'on fait. C'est-à-dire progressivement, finalement, le seul moyen d'accéder aux résultats pour un patient, que ce soit la bio, la radio, les images, les comptes rendus, etc., c'est mon espace santé. Donc ça répond à la première question un petit peu générale. Et en tout cas, pour les comptes rendus, c'est possible dès la vague 1, puisque c'est l'objet même de ce qu'on fait. Sur la partie image, c'est ce qu'on fait au travers de la Dreambox. Et donc la Dreambox, en publiant un pointeur vers l'endroit où se trouvent les images, va permettre d'accéder au compte rendu. Donc dans mon espace santé, hein, je suis patient, voilà, je me suis cassé un bras, je rentre chez moi, je suis dans mon espace santé, je récupère le compte rendu dans mon espace santé, je clique sur le lien et ça va m'afficher les images depuis l'endroit où elles se trouvent. Depuis l'endroit où elles se trouvent, ça peut être le CHU de Saint-Étienne, ça peut être un site d'une GHT qui a un PACS mutualisé au niveau de la GHT, voire une région qui propose des services PACS pour ses membres au travers des grades, qui va aussi proposer ces services-là. Voilà, on se voit avec les régions mardi. Je passe un bonjour amical si certains sont là aujourd'hui. Et on va travailler sur comment ça se passe au niveau des régions pour accéder aux images si elles sont stockées au niveau régional et pas au niveau d'un établissement. Donc, on couvre tout le périmètre. Et une fois que les Dreambox seront installés, avec des RISVAG 2, au travers de mon espace santé, si vous êtes un patient, vous pourrez accéder aux images et aux comptes rendus. Si vous êtes un professionnel de santé, du coup, je vais repartir tout simplement sur la slide. Si vous êtes un professionnel de santé, vous pourrez accéder de n'importe quel endroit où vous vous trouvez en France, bien entendu, aux images et en compte rendu aussi, de la même façon par le DMP. Est-ce que j'ai répondu à toutes les sous-questions qu'il y avait dans la question côté CHU? Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, hein. On a fait du Zoom pour ça. Merci pour vos explications. Ce que je vous disais, on est vraiment un petit peu embêté puisqu'on n'a pas de portail diffusion patient. Donc, si je comprends bien, on n'a pas besoin de mettre en place le portail de diffusion patient parce que la Dreambox permettra de répondre à ces besoins-là. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. Et progressivement, les portails de diffusion patient, alors ça va prendre du temps, hein, mais MES va venir les remplacer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée. Aujourd'hui, un patient, s'il va sur un résultat de bio, il faut aller sur le portail de la bio. S'il fait de l'imagerie, il va avoir son résultat sur le portail de l'imagerie, et ainsi de suite. Et il va avoir son compte-rendu de ville dans mon espace santé. Ça, c'est pas acceptable à l'échéance. Donc, l'idée, c'est vraiment que le patient n'ait qu'un point d'accès à tous ces documents médicaux, c'est mon espace santé. Et on réfléchit déjà à d'autres trucs derrière, la NAPAT par exemple, hein, puisque sur la Dreambox, on va constituer un objet qui permet d'accéder à distance à de la donnée à l'endroit où elle se trouve. Donc aujourd'hui, c'est de l'imagerie médicale, médecine nucléaire, radiologie, mais demain, pourquoi pas de la cardio, pourquoi pas de la NAPAT, pourquoi pas d'autres choses. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Tout examen au format DICOM pourra être accessible par la Dreambox. Oui, c'est un mécanisme de COS DICOM, sans aller trop loin dans la partie technique, mais c'est des pointeurs DICOM en fait, qui permettent, au travers du registre national, d'aller télécharger les images ou de les visualiser si c'est plutôt à gauche ou plutôt à droite de la slide. Alors, dans les questions qu'on a régulièrement, c'est que les portails à l'heure actuelle sont souvent des portails au sens visionneux simple, non diagnostique. Oui.
et que c'est très compliqué de récupérer l'image au format DICOM diagnostic pour le transmettre à un praticien spécialisé ou archiver de façon centralisée son dossier image. Est-ce qu'ils pourront les récupérer au format DICOM? Oui, c'est exactement ça, c'est l'image de gauche en fait. Il ira dans le DMP, et dans le DMP, il verra les données disponibles, il cliquera sur les images et il pourra les télécharger en DICOM sur son logiciel métier. Donc ce que vous décrivez aujourd'hui comme très compliqué, on a bien l'ambition de le simplifier et surtout de le standardiser, que ça ne dépende pas de tel ou tel dispositif installé sur tel ou tel établissement ou dans telle région. C'est-à-dire qu'on va avoir un mécanisme national et qui, au travers de la norme DICOM, va rendre ça simple et fluide. Alors, je me permets de prendre encore un tout petit peu la parole, je suis désolée. Avec Vous aviez plaisir. parlé de transfert d'imagerie pour avis, relecture, médecins spécialisés. On fait partie des établissements à avoir un Nexus qui était à l'origine du transfert d'imagerie dans le cadre de la prise en charge de l'AVC et on s'en sert aussi beaucoup pour des revues type RCP, mutation de patients, etc. Est-ce que vous avez a priori expliqué que ça pourrait remplacer une partie de cela, mais est-ce qu'il y aura des limites sur les transferts? Enfin, en dehors de la permanence des soins, puisque vous avez dit que ce n'était pas du temps réel, mais sur des transferts programmés, est-ce qu'il y a des limites dans votre outil? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de limite au sens technique. Il va y avoir forcément, après, si tout le monde télécharge au même moment sur un PACS, forcément, il va y avoir des questions de bande passante et on est en train de travailler sur ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes très opérationnels. Mais à partir du moment où vous êtes post-compte rendu, vous pourrez accéder à tout. C'est vraiment le compte rendu qui est le déclencheur. Voilà. Du coup, ça pose des questions sur les RCP, parce que si les RCP, les informations n'ont pas été diffusées aux patients, du coup, les comptes rendus ne sont pas publiés, il ne sera pas possible dans la RCP d'accéder aux images au travers de ce mécanisme-là. Donc, si vous voulez, la RCP, en fait, c'est un petit peu aujourd'hui le point de bascule entre les deux. C'est-à-dire que si tous les comptes rendus sont publiés, vous pouvez utiliser ce mécanisme-là en RCP. Si les comptes rendus ne sont pas publiés, notamment parce qu'il y a des annonces à faire aux patients qui dépendent de la RCP, à ce moment-là, ce ne sera pas fonctionnel. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on s'est Ouais. retrouvé avec des patients, soit des patients mineurs où il y a eu des suspicions de maltraitance et il ne fallait absolument pas que le compte-rendu soit Voilà. diffusé, soit des récidives, soit des RCP qui ont décrété des maladies évolutives de façon négative et Bien le sûr. patient ne devait pas l'avoir. Non, mais c'est pour ça je suis très très précis sur ce point parce qu'il est très simple techniquement, mais il est très impactant en termes de métier. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, et pour toutes les raisons que vous avez données, et qui sont un échantillonnage de toutes les raisons qu'on peut imaginer, qu'à un moment, un patient accède à des images si les médecins n'ont pas décidé qu'il y accédait. Voilà, comme pour le compte-rendu. Et donc, tout ce qui est process de soins en amont de cette décision médicale qui fait que le patient il a accès à son compte-rendu et à ses images, ça ne marche pas. Donc, si on résume bien, le point d'entrée, c'est le patient. À partir du moment où il est d'accord, informé, on peut utiliser l'image. Mais tant qu'on n'est pas Oui, dans cette phase, oui, c'est très exactement ça. C'est très exactement ça. je laisse la main aux autres parce qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Merci, je reprends le relais. Alors, question suivante. L'accès à la Dreambox côté médecin de ville spécialiste se fera sans identification supplémentaire pour des médecins qui sont déjà connectés à mon espace santé. C'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui, sur les histoires de ProSanté Connect, de réidentification, de jetons, de sans couture. C'est les points qui restent à l'instruction aujourd'hui, donc je n'ai pas la réponse définitive. Pour diffuser vers la Dreambox depuis un établissement de santé, faudra-t-il faire évoluer notre PACS ou ajouter une appliance de communication? Super bonne question. Alors, le PACS, on a conçu le dispositif pour qu'il n'y ait pas besoin de les faire évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Dreambox. D'un côté, elle va publier un pointeur, de l'autre côté, elle va pouvoir requêter le PACS. Donc, la seule chose que vous aurez à faire sur le PACS, c'est de déclarer un nœud ICOM, comme ça se fait habituellement sur tous les PACS. Voilà, donc on travaille sur des trucs très standards et surtout, on ne voulait pas que ce soit impactant côté PACS. Parce que là, après, on devenait à un niveau de granularité et de finesse qu'on aurait du mal à gérer. Donc, on est sur des choses très simples. C'est du move, du store, enfin des choses basiques de basiques en DICOM. Et donc, la simple déclaration d'un nœud DICOM suffira. Et donc, c'est l'Institut de cancer de Montpellier qui posait cette question. Et ils nous disent, en cancérologie, au moins dans notre établissement, on a comme principe de ne pas diffuser le compte-rendu de suite aux patients. Oui. Par contre, il faut permettre aux médecins correspondants de voir les images et le compte-rendu. Voilà, donc c'est pour ça que sur ces usages-là qui sont des process de soins, il faudra d'autres mécanismes que la Dreambox. C'est les discussions qu'on a en ce moment avec les éditeurs, c'est-à-dire qu'on voit qu'autour de l'imagerie, il y a beaucoup de besoins. Il y a des besoins
interne aux établissements d'instantanéité, téléradiologie, stroke center, télé AVC, etc. C'est un type de besoin. On est dans l'instantané, dans le synchrone. Chaque minute compte. Vous avez des besoins type process de soins cancéraux tels qu'ils viennent d'être décrits, où là, il faut du partage entre établissements, notamment dans des RCP, sans diffusion aux patients. Voilà. Et puis après, vous avez donc le partage vers le patient. Et c'est clair que pour ces workflows métiers qui sont en amont de la communication au patient, ce ne sera pas la Dreambox. Et du coup, je vais jusqu'au bout des échanges qu'on a aujourd'hui avec les éditeurs, hein. Nous, ce qu'on verrait d'un bon oeil, c'est qu'en fait, les éditeurs qui proposent des Dreambox proposent avec ces Dreambox des services annexes type Pax to Pax. Voilà. Et dans un même objet, on aurait la fonctionnalité Dreambox qui permet de communiquer avec mon espace santé et des fonctionnalités plus métiers, téléradiologie, télé-AVC, RCP, cancéro, etc., qui là ne sont pas dépendants de ce mécanisme-là et qui sont là de l'ordre de la créativité des industriels et de la richesse des outils qu'ils vont proposer aux établissements. Mais du coup, qui ne seront pas pris en charge financièrement par l'État. Ça, c'est aussi la conséquence. On a une dernière question dans le chat. On nous demande pourquoi le compte-rendu ne peut-il pas être adressé par messagerie sécurisée de santé, incluant le lien vers l'image, avant qu'il ne soit publié dans le DMP. Oui, si, il peut aussi, hein. Alors après, il y a quand même une considération technique, c'est que le registre, il est géré au niveau du DMP. Et donc, si on n'a pas l'Écosse et si on n'a pas les pointeurs, on ne va pas pouvoir accéder aux images. Donc là, on est plus sur des questions techniques. On a fait le tour des questions dans le chat. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser ou à activer directement votre micro. Il nous reste encore 10 minutes. Je me permets une petite question connexe. Avec plaisir. On a des demandes régulières pour envoyer les comptes rendus, les convocations de manière dématérialisée. Beaucoup d'établissements privés le font par mail, adresse Gmail, Outlook, etc. Nous, on a été très frileux pour le faire. Est-ce qu'il y a une solution pour envoyer ce type de choses? Oui, la messagerie citoyenne, on est bien d'accord. Toujours Donc là, le c'est MS. ouais, ben, sur la messagerie de mon espace santé. D'accord. Voilà. Et qui fonctionne très bien. Moi, je l'ai testé une fois avec un médecin qui est dans l'équipe à la DNS, hein, pour voir comment ça fonctionnait. C'est voilà, une fois qu'on a initié la communication, vous pouvez tout envoyer. Et en plus, l'intérêt, sans vous faire la promo de mon espace santé, c'est que le document, comme vous le recevez dans la messagerie de mon espace santé, bah, du coup, vous allez le garder dans mon espace santé. Alors que si il est sur une boîte Gmail, indépendamment du fait que c'est complètement illégal d'envoyer des données médicales sur ce type de boîte, vous ne l'aurez pas mécaniquement dans mon espace santé et donc vous n'allez pas forcément le garder. Donc, ne serait-ce que pour ces raisons-là, ça vaut le coup de systématiser les envois de ces pièces-là en amont des consultations ou des examens au travers de la messagerie de mon espace santé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je trouve ça un petit peu dommage, là, le choix qui est fait sur le partage de l'imagerie uniquement vers le patient et pas entre professionnels, parce que je pense que ça fait quand même, enfin, c'est un énorme usage de cette imagerie. Donc, je voulais savoir s'il y a marge enfin, si ce point est figé ou Oui, c'est aussi figé. Ouais, ouais, c'est vraiment lié à la conception et au positionnement. C'est-à-dire que on peut imaginer aussi que certains récupèrent les images, les voient sur des viewers non diagnostiques. À partir du moment où on télécharge des images, c'est quand même un contexte assez particulier et ce n'est pas l'objet du DMP. Parce qu'encore une fois, quand c'est dans le DMP, c'est accessible aux patients. Donc ce point-là, effectivement, il est figé par conception. Mais j'insiste, et c'est le sens des échanges que j'ai aujourd'hui avec tous les éditeurs, c'est que dans les solutions techniques qu'ils vont vous proposer, il y aura très certainement sur un même logiciel, un même objet, la possibilité de faire de la Dreambox et la possibilité de faire, par exemple, du Pax to Pax, de faire du téléchargement pour de la cancéro. Enfin, vous aurez toutes ces fonctions qui sont là en amont de la publication du compte-rendu. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. On est vraiment sur des besoins et des objets différents. D'accord, merci. Voilà. Et par contre, l'État, je vous le redis, c'est que ne prendra en charge que la partie Dreambox. Mais si un industriel vous propose une solution qui fait tout, il y aura un petit reste à charge de votre côté pour avoir l'intégralité de la solution. En tout cas, c'est le sens des échanges qu'on a aujourd'hui avec certains.
Donc, juste pour conclure et être absolument sûr pour tout le monde, si on n'a pas investi dans un dossier, dans un portail patient, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. OK. Portail patient, c'est mon espace santé. Donc, on utilise la Dreambox et on voit pour investir sur un complément à la Dreambox. Alors, sur la partie patient, la Dreambox va faire l'intégralité de tout ce que vous avez besoin. Pardon, Voilà. excusez-moi, pour la partie médecine de ville. Voilà. J'ai pas. Alors là, Diffusion des pour le coup, résultats à la médecine de ville, comment dire, le médecin de ville. S'il a besoin effectivement d'avoir les images avant le patient, effectivement, il va falloir inventer un petit peu d'autres choses. D'accord. Alors, question connexe, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des robots de gravure et à être en phase de renouvellement des robots de gravure. On peut estimer qu'avec ces solutions, notre nombre de CD à graver va baisser progressivement. Oui, vous avez répondu à la question. Oui, bien sûr. Donc, c'est une solution qu'on est encore obligé de garder, mais de faire, qui réduira progressivement. Oui. Oui, comme les portails directs, comme tout ça, on en revient à cette logique de point d'entrée unique pour les patients à la formation médicale. C'est mon espace santé et c'est ce qu'on va généraliser puisqu'on est en train de lancer les nouvelles task force, notamment sur les dentistes. Voilà, donc les documents des dentistes, on va aussi les retrouver dans mon espace santé. Donc aujourd'hui, le patient, il a une multiplicité d'informations en fonction de l'endroit où il est allé. Les deux principaux exemples, hein, c'est la bio et c'est la radio. Voilà, je vais passer un examen de bio, je reçois un mail, il faut que je me connecte sur le portail de la bio. Je vais passer une radio, je reçois un mail, il faut que je me connecte sur le portail de la radio. Là, vous allez juste recevoir une notification dans mon espace santé, quel que soit l'examen que vous allez passer. Et donc, ça répond à la question sur les portails, sur les graveurs de CD, sur tout ça. Voilà. C'est d'où l'importance aussi de la roadmap que je vous ai présentée, c'est-à-dire que là, on va commencer à référencer des solutions. Allez, fin 2023, 2024, début 2024, quand on aura statué sur les dates définitives sur le calendrier. Et c'est des choses qui vont commencer à se déployer 2024. Après, il va falloir un certain temps pour que ce soit déployé sur tout le territoire, mais ça vous donne une idée d'à quelle échéance vous allez disposer de ces solutions. C'est finalement assez rapide. Je complète ma petite liste pour tout ce qui Oui. est envoi des SMS aux patients. Mmh. Il n'y a pas de solution. Non. Non, aujourd'hui, on réfléchit sur notamment les questions de messagerie instantanée. Typiquement, les boucles WhatsApp, alors là, on sort du cadre de l'imagerie. Hein. Encore que, on voit souvent sur de la neuro des messages qui partent sur WhatsApp pour un avis en neuroradio. Donc, finalement, on ne s'éloigne pas tant que ça. On réfléchit à avoir des mécanismes de messagerie instantanée dans mon espace santé pour justement embarquer ces usages-là. Voilà. En tout cas, les boucles WhatsApp qui permettent de prendre en charge des patients, notamment en neuro, mais pas que, effectivement, on va tout faire pour les faire disparaître. En proposant, bien entendu, des solutions encore mieux, hein, ça c'est une évidence. On a fait le tour des questions, Jean-Marc. Merci beaucoup pour les questions. On avait bien fait de prévoir un peu de temps pour y répondre. Encore une fois, merci à tous pour votre implication, ces succès et surtout la première coupe que je vous ai montrée. Finalement, c'est le vôtre. Hein. Nous, au niveau du ministère, on n'est que les chefs d'orchestre, mais après, sur le terrain, c'est vous qui portez tout ça. Et donc, voilà, ces chiffres, c'est avant tout les vôtres. Pour les éditeurs donc, qui auraient encore des questions ou qui voudraient poursuivre l'échange, on se retrouve sur notre comité mensuel qu'on a le vendredi, que j'ai gardé. Moi, je serai connecté. Si jamais vous n'avez pas de questions, je serai tout seul et je me déconnecte. Si certains ont des questions, on poursuit l'échange sur l'horaire habituel sur laquelle on se retrouve une fois par mois. Merci beaucoup, merci à tous. Bon après-midi, puis bon week-end à venir. Merci, bon week-end, à très bientôt. Au revoir.